minutes, donc je vous demanderai de. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On va donc commencer, puisque notre intervenant de qualité de ce matin est sur une île lointaine qui, pour lui, est à une heure qui n'est pas celle que l'on a aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était, j'ai pu en discuter avec lui en préambule, c'était d'intervenir sur justement la thématique de la formation et du formateur de demain. En tant que grand spécialiste et expert en la matière, il va pouvoir, sur une intervention d'une heure environ, après enchaîner par un petit débat derrière avec des questions et des réponses qu'il apportera, nous éclairer davantage sur ce virage que l'on est en train de prendre par rapport aux enjeux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui ont été présentés hier par nos deux directions. Et puis, donc, je vais, si on est d'accord, tout de suite lui laisser la parole et ouvrir donc son intervention. Christophe, la parole est à toi. Eh ben, ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Comme on dit ici, c'est Yaorana. Moi, je suis encore mardi. Je pense que l'ensemble des intervenants, des participants, pardon. Ah oui, d'accord, ok. Donc, nous, on est déjà mercredi. Moi, c'est mardi soir. Là. Est-ce que 35 personnes. Allez, c'est parti. 35. C'est à peu près une quarantaine. Hein. Ça marche. Ok. Allez, donc, je vous ai commencé à mettre des trucs sur Twitter. Donc, si vous voulez interagir sur Twitter, poser des questions, on peut commencer par ça. Ça va rester aussi. Et puis, je vais vous poser des questions. Vous allez voir, on va interagir aussi avec un autre système qui s'appelle WooClap. Je vous présenterai ça au fil de l'eau. Donc, l'idée, c'est de travailler un petit peu ensemble pendant une heure sur réfléchir sur les formations, les formats, les formateurs de demain. Pour discuter, je t'ai pris un hashtag, Olive, hein, je t'ai pris Krebs 2020, ça traînait, c'était libre, j'ai mis ça. Donc, sur les réseaux sociaux, on va utiliser ça pour l'heure qui vient. Et donc, comment je vais vous faire un petit format un peu interactif. Vous avez une adresse, la wooklab.com/Krebs2020. Je vais vous poser 3 questions. Donc, si vous vous connectez, si vous allez avoir, si ma mémoire est bonne, un truc comme ça. Vous voyez mon écran là tous? Oui. Ah, cool. Donc, voilà, il y a déjà 2 personnes de connectées. Là, je vois le nombre de personnes qui se connectent. Donc, ça, est une application. L'idée, c'est de rendre les cours un peu interactifs. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce truc-là. Donc, soit vous répondez, vous flashez avec votre smartphone le QR code. Moi, j'utilise ça en cours, même en présentiel ou à distance. Et donc, ça permet d'interagir avec les gens. Donc là, il y a déjà 6-7 qui sont connectés, 8. Donc, soit vous prenez le lien sur Twitter, je viens de tweeter le lien de ce truc-là, soit vous le tapez, soit vous flashez le code avec votre smartphone. Donc, je vais lancer la première question. C'est en tant que formateur, pour savoir un peu à quel public j'ai affaire, est-ce que vous avez déjà réalisé une formation en ligne? J'ai déjà une réponse sur 15, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux me répondre oui, il faut mieux les cliquer. Voilà, 7 sur 8 sur la moitié qui m'ont déjà répondu. Il y a l'adresse qui s'affiche toujours en haut. Oui, mais est-ce que tu peux enlever pour qu'on puisse utiliser le flashcode? Oui, on ne peut pas utiliser le flashcode, il y a un truc devant. Un truc devant. Oui. Ouais, voilà. Ok, super. Je ne sais même pas comment on fait, alors ça y est. Ah, c'est bon. Comme si tu faisais une photo. Si tu as un iPhone, tu fais comme si tu avais une photo ou une tablette, un iPad. Et si tu as installé un petit applicatif qui te permet de faire les photos, clac, sinon tu tapes l'URL wooklab/Krebs2020 dans un navigateur. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que là, mon téléphone, il sert juste à me connecter. Attention. Il faut aller sur Twitter. Voilà. J'aime bien faire ça au dégoté parce que vous êtes 40, il y en a 23 de connectés. Donc il y en a 17, ça pose souci. Ouais. Note, Olive. Je n'ai pas les noms, ce n'est pas nominatif. Il aurait fallu qu'on. Je n'ai pas les noms. Non, mais c'est juste pour avoir une petite idée comme ça. Donc la première question, c'est avez-vous déjà réalisé une formation en ligne? J'ai 12 réponses sur 25, 13. Hop. Hop, le résultat. Donc une majorité, donc 13 ont déjà réalisé une formation en ligne. Deuxième question.
je vais demander votre avis. Avez-vous suivi en tant qu'étudiant cette fois-ci une formation en ligne ou avec 100 profs devant vous, on va dire? Ouais, en ligne, ouais. Comodal, formation hybride, formation en ligne, un MOOC, du e-learning, parce qu'il y a plein de dénominations. Donc, moi, je dis en ligne, formation numérique. Ouais. Tout est numérique maintenant. On a déjà 32 connectés, 9, 10. Sur cette question, pardon, sur cette question, on n'a pas ni oui ni non. On n'a pas de question. Ouais. Ah, c'est pas affiché. Donc, oui, c'est 1 et 2, c'est non. Ouais, mais il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien. On peut rien faire. Prenez la première item, c'est oui. La deuxième, c'est non. C'est non, ouais. Ah. D'accord. Donc, Olivier est passé par là. Et voilà. Et dernière question sur cette série de premières questions, c'est quel est votre rapport avec les outils numériques? Vous êtes un très bon rapport avec les outils numériques, plutôt bon, plutôt moyen, plutôt pas top. Vous évitez les outils numériques? Je connais même pas son prénom. Donc... Quel est votre rapport avec les outils numériques? Moi, je ne suis même pas connectée. Alors, de toute façon, au moins, c'est réglé. Je ne sais même pas comment on fait. Je suis paumée complet. Ben, il y a l'adresse en haut. Une échelle de 1 à 5, quel est votre rapport? Ouais, on a une échelle par... Pas clair. Ouais, c'est pas très clair là. Oui, Échelle, en fait, une échelle pour très bon, une échelle pour bon. Pour bon, et on est obligé de mobiliser les deux. Ah, chaque truc a une échelle, c'est pas de. J'aurais dû faire un choix multiple alors. Bon, moi, je mets très bon. Tac. Ouais. D'accord. Ouais, enfin, bon. Ah, Il me dit, vous devez noter comme toutes quoi, les propositions avant de valider. Ouais, moi aussi. Comme quoi, là. Toutes les positions. Bah, si c'est très bon, vous mettez 5. Et si c'est bon, vous mettez 5 à bon et 0 aux autres. Voilà. Oui, non, mais ça passe pas. Et en fait, il faut tous les déplacer. Ouais. C'est ce que j'ai fait, moi. On minore les moins bons. Après, il va survivre, hein, Christophe, s'il n'a pas des taux de réponse tout à fait justes. Hein. C'est impossible, j'arrive pas. Ça peut pas. Il faut que tu déplaces tous les curseurs, Axel. Oui, je les ai déplacés. Bien sûr, j'ai déplacé. Et puis après, si tu n'as pas assez de sur un smartphone, c'est pas toujours affiché sur l'écran. Ouais, il faut décaler le smartphone vers le bas et valider. Ouais. Oui, mais valider, il me dit, vous devez noter toutes les propositions avant de valider ce que je viens de faire, par 2 fois. Il faut juste appuyer sur le... Il doit y avoir une réponse pas cochée quelque part. Ah, d'accord, attends. Yes. Tac. Bah, 32 sur. Axel, tu mets on sait vite du coup en bas. Non, mais j'avais fait une bêtise, oui. On continuera tout à l'heure. Je vais revenir, on continuera cette petite interaction tout à l'heure avec d'autres types d'interactions. Pour continuer, avant de parler de demain, on va parler d'aujourd'hui parce que, comme ça a été dit en introduction, il se passe des choses assez rigolotes aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, cette accélération de la mutation, de l'innovation, du changement, certains le vivent mal. J'ai vu passer ça hier ou avant-hier sur Twitter. En gros, on voit le Titanic qui est en train de couler, qui représente l'école, et les profs qui sont toujours qui représentent l'orchestre du Titanic, qui font comme si tout allait bien, alors qu'il y a des choses qui bougent. Donc, il y a des visions plus ou moins positives, un vécu plus ou moins positif par rapport à ça. Il y a des gens qui subissent cette évolution. Il y en a qui l'avaient anticipée, il y en a qui la subissent, il y en a qui la détestent, il y en a qui l'ignorent. Donc, on va un peu voir un peu tout ça dans un phénomène d'évolution autour de tout ce qui est innovation. Et souvent, on a des innovations technologiques, mais le métier, je vais vous rassurer tout de suite, le métier de l'enseignant reste un peu le même à l'image de ce qui est affiché à l'écran aujourd'hui. Les outils changent, mais le travail reste le même, à savoir transmettre le savoir, donner des compétences. Alors ça, c'est peut-être un peu nouveau, peut-être en donner des compétences, mais c'était moins mis en avant auparavant. Donc, on a une évolution des outils, mais on le verra encore plus tard. Ce métier reste le même. Et souvent, on fait l'erreur
on donne des nouveaux outils, mais on travaille de la même façon. Un peu à l'image de ce que Marcel Lebrun a mis dans son blog. Je ne sais pas si je vous mettrai sur Twitter le lien, où on voit deux personnes qui font le même travail, mais avec des outils différents. Donc, pourquoi prendre un aspirateur pour faire la même chose? Donc, ça, c'est pas toujours se suréquiper, c'est pas toujours rentable, on verra ça. Alors, dans les évolutions, il y a des infos, des tendances qui sont données par plein de sites de référence. Je ne sais pas si vous connaissez ce centreinfo.fr. Qui donne des tendances générales dans la formation continue autour des plans de compétences, des plans de formation du gouvernement, les grandes tendances, les objectifs, les financements, les évolutions, etc. etc. Donc, ça vous donne une idée de la formation continue en général, hein, pas que dans les institutions, mais dans les entreprises, vers quoi on va, vers quoi on évolue, avec des choses qui bougent beaucoup. C'est une tendance forte qui existait avant le Covid, hein, la disparition du présentiel ou la diminution du présentiel. Il y a quelques années, on était à 80-90% d'informations continues en présentiel. Là, les derniers chiffres, alors maintenant, pendant le Covid, on est à 0% de présentiel quasiment, depuis un an. Mais on était avant Covid à moins de 20% uniquement en présentiel. On avait des formules mixtes, des formules e-learning, des formules MOOC, etc., etc. Donc, il y a plusieurs types de formations qui existent, mais la tendance, c'est la disparition du présentiel pour avoir des modalités plus en ligne, plus interactives, pas forcément, mais plus en ligne, plus numérique. Alors, soit avec du tutorat, soit sans tutorat. Voilà. On est sur ces grandes tendances. Avant le Covid, hein, c'est des choses qui existaient, alors avec des disparités en fonction des départements, en fonction du milieu dans lequel vous êtes. Je sais qu'ici, ils étaient un peu plus en retard par rapport au présentiel, à l'enseignement à distance que l'enseignement présentiel. On était à 80% de présentiel sur le territoire ici en Polynésie, alors que ce n'est pas du tout le cas en France. Donc, c'est marrant de faire un petit retour en arrière ici avec les formateurs. Mais pourquoi on avait cette innovation-là? Je vous en renverrai vers un livre de Michel Serres. D'ailleurs, si vous avez le temps, je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y en a deux intéressants à lire pour quand on est formateur. Le premier, c'est vraiment votre cœur de métier autour de la formation, c'est Petite Poussette. Qu'est-ce que le numérique change dans la formation, notamment avec une conférence pour les 40 ans de l'INRIA, où il appelle la dévolution cognitive, le numérique. Pour lui, le gros impact de l'évolution du numérique dans la formation, c'est qu'on fait une dévolution cognitive, c'est-à-dire que le savoir, il n'est plus dans notre cerveau, mais il est dans notre main, dans des outils comme les smartphones, les tablettes, des choses comme ça. Donc ça, c'est expliqué dans Petite Poussette, avec cette conclusion pour la conférence des 40 ans de l'INRIA, qui dit, très optimiste comme conclusion, les nouvelles technologies nous condamnent à être intelligents. Parce que si on a notre savoir dans la main, si on ne sait pas l'appréhender… Voilà, il y a tout un courant qui dit le contraire. Hein. Non, mais jusqu'à combien de temps avant l'entrée en formation? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Petite Poussette, donc je vous invite à le lire. Et le deuxième livre intéressant qui est sorti un peu plus tard, c'est 2-3 ans après, c'est Le Gaucher boiteux. C'est pourquoi on innove, pourquoi l'être humain est poussé à l'innovation. Et donc, à l'évolution, au changement, qu'est-ce qui fait qu'on innove? Il y a deux grosses forces qui poussent l'homme à innover. C'est le hasard, il y a des choses qui sont inventées par hasard, qui sont trouvées par hasard, et les contraintes. Donc là, on va parler de contraintes. On est sur une grosse tendance de numérisation. C'est plus facile. On a des gros volumes de savoir, des gros volumes d'informations pour accéder, pour trouver des infos. Donc, on est sur cette grosse tendance. Tout est numérisé, tout est en ligne. C'est un peu Petite Poussette, Michel Serres, j'en parlais tout à l'heure, disait aujourd'hui, tous les savoirs sont transmis, tout existe, tout est en ligne, les informations. On trouve énormément de choses sur Internet. Donc, ça, c'est la première tendance. La deuxième chose, il faut que je revienne là et que je clique là. Les contraintes sont budgétaires. Ça peut coûter, ça pourrait coûter moins cher de faire de la formation en ligne.
pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas tout à fait évident. Ça coûte moins cher quand on fait des moins bonnes formations, de moins bonne qualité, mais en tendance, on peut faire des choses pour moins cher. Par exemple, il y a moins d'infrastructures de bâtiments. Sur certains MOOC, ça coûte moins cher de faire un MOOC pour 10 000 personnes, bon, bref, que d'avoir 10 000 personnes dans une salle, etc., etc. Il y a moins de déplacements à faire, il y a des contraintes aussi écologiques. Les nouvelles contraintes aussi, c'est ce que j'appelle moi les nouveaux opérateurs du savoir. Je vous ai nommé par exemple la Khan Academy, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes allé voir. C'est des chaînes éducatives sur YouTube avec des centaines de vidéos dans toutes les langues, du CP jusqu'à l'université. Avec des petites capsules vidéo de cours, d'exercices. Derrière, maintenant, il y a une plateforme où vous pouvez inscrire vos gamins, leur donner des cours, suivre ce qu'ils font. Vous êtes institut ou prof dans une école, vous pouvez inscrire des classes, leur proposer des contenus et avoir une progression par rapport à ça. Donc ça, c'est des nouveaux opérateurs. Il y en a d'autres sur les MOOC autour du numérique qui sont apparus. Une autre contrainte assez forte dans les systèmes éducatifs, et même dans le vôtre, c'est améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer la qualité des gens qui sont formés, parce qu'on est dans une compétition plus ou moins mondiale, plus ou moins forte. Par exemple, chaque année on entend parler du classement des universités, chaque année on entend parler du classement PISA, des résultats des évaluations des élèves dans les pays de l'OCDE, etc., etc. Donc c'est aussi une contrainte forte où on subit ces choses-là. Puis la dernière contrainte qui est apparue il y a peu, c'est cette contrainte sanitaire, qui est une contrainte encore plus forte que les autres, parce que là, on s'est tous retrouvés du jour au lendemain enfermés devant chez nous. Puis obligé de travailler comme ça. Donc c'était une contrainte très forte parce qu'on verra, il y a un processus d'innovation qui était initié avant le Covid, qui touchait une partie de la population, des profs qui avaient envie, des profs qui étaient motivés, des profs qui avaient besoin de ces technologies-là. Et du jour au lendemain, on passe de ces 10, 20, 30% de profs qui étaient dans cette évolution-là à 100% des profs qui sont obligés de le faire. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Alors, quand je vous disais qu'il y avait 10 à 20, 30% des gens qui étaient un peu dans cet esprit d'innovation, c'est des courbes qui touchent, quand on travaille autour de l'innovation, qu'on regarde un peu autour de l'innovation, vous verrez qu'on peut qualifier les gens autour de l'innovation, quand il y a une nouveauté qui sort, il y a des gens qui veulent tout de suite l'avoir, tout de suite l'acheter, tout de suite se l'approprier, tout de suite la revendiquer. C'est un peu les innovateurs. Vous en avez un qui est arrivé à Montpellier il n'y a pas longtemps, qui cherche à tout, qui va voir ce qui se passe. Et puis derrière, il fait des émules qui le suivent, qui lui font confiance. C'est 5-10% des gens qui se lancent tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui veulent le tester, qui veulent l'essayer, avec un a priori plus ou moins positif. Puis après, il y a ceux qui suivent, et puis après, il y a ceux qui disent « ouais », puis après, il y a ceux qui disent « me », puis après, ceux qui disent « non ». Voilà. Donc ça, on a pour toutes les innovations, pour tous les cycles de nouveautés, pas uniquement pour l'enseignement, mais c'est quelque chose d'assez humain qu'on voit un peu partout. Alors, j'ai repris la métaphore du crayon, je ne sais pas si vous la connaissez, où à la pointe du crayon, ceux qui veulent ou qui veulent écrire une histoire sont à la pointe, ils commencent à tester des choses, à proposer aux autres, et puis il y a ceux qui suivent derrière, parce qu'on leur a dit de faire comme ça, et puis les traditionnels qui s'accrochent à leur méthode, c'était mieux avant, et puis ça les négationnistes en disant non mais c'est pas vrai ce que vous racontez, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon bref, et ça vous allez voir ça dans toutes les institutions, dans tous les organismes, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui tirent et c'est bien aussi des gens qui freinent, ça permet de réfléchir, ça permet de confronter. Des fois il y en a qui innovent trop vite, il y en a qui effacent trop vite, il y en a, voilà, bref. L'écosystème, il est comme ça chez tous les gens, de tout temps. Chaque fois qu'il y a une innovation, il y a des gens qui avaient envie d'avancer, de rouler, et puis il y a ceux qui étaient derrière, qui ne trouvaient pas ça intéressant. Alors, par rapport à ça, il y a un autre phénomène, c'est la courbe du hype de Gartner. Je vous ai mis la dernière sortie et l'adresse qui est là. Je vais vous la tweeter aussi. C'est des... Ah, mais j'ai vu qu'il y avait un truc de discussion, donc... Hop, la courbe de Gartner, bougez pas, c'est ici, ah, ça passe derrière. Hop.
Ouais, j'ai trop de fenêtres d'ouvert, je ne vais pas arriver à le retrouver. Je le mettrai après. Hein. Donc, c'est la tendance des gens par rapport à une innovation. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, le délire qu'il y a autour des MOOC. Vous allez voir, les MOOC, ça va changer la formation continue. Tout va se faire en formation continue. Il n'y aura plus d'université, il n'y aura plus d'organismes de formation continue, il y aura que des plateformes de MOOC. On en a fait tout un délire, c'était autour des années 2012-13. Quand les premières plateformes se sont lancées avec des dizaines de milliers d'inscrits, des centaines de milliers d'inscrits, des millions d'utilisateurs de ces plateformes-là. Et puis après, on a dit, ça ne marche pas, ça ne répond pas, on a un taux de certification qui est en dessous de 5%, etc. etc. Donc, le temps qu'on s'approprie cette technologie, qu'on voit les usages, ça s'est passé 2-3 ans. Donc, on est sur un pic où on pense que ça va être résoudre. Après, on tombe dans la vallée de la déception, de la désillusion. C'est nul, ça ne marche pas, ça ne répond à rien. Et puis après, on va vers ce qu'on appelle le plateau de la productivité. Donc, par rapport à toutes ces technologies, souvent, il y a des emballements. Il y a eu un emballement frénétique sur le Zoom les mois derniers, au mois d'avril, mars, avril, premier confinement, tout le monde s'est jeté sur le Zoom, et on verra pourquoi, et puis ce qui est bien et pas bien par rapport à ça. Donc, dans toutes les innovations, il y a cet emballement des gens qui disent « ouais, c'est bien, s'approprie ». On place beaucoup d'espérance en technologie sans toujours les essayer, sans toujours les mettre en perspective. Et c'est qu'une fois qu'on les a essayés, une fois qu'on les a utilisés, qu'on voit les avantages et les inconvénients, qu'on trouve l'adaptation et comment bien l'utiliser. Alors, pourquoi on innove aussi, c'est parce qu'on voit apparaître de nouveaux métiers. On a ces évolutions-là. Avec le numérique, ça change des métiers, ça change. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Et puis, il y a des métiers qui disparaissent. Là, je vous ai mis des statistiques sur les métiers qui disparaissent, qui vont disparaître, dans certains à 80-90%. Alors, quand je dis disparaître, en 1900, 90 ou 95% de la population française était paysanne. Aujourd'hui, on est à 3%. Donc, c'est un métier qui a disparu. En pourcentage, toujours là, mais on a perdu énormément d'agriculteurs qui font autre chose. Voilà, donc on est sur des évolutions de métiers, ces évolutions sociétales fortes, qui ont un impact fort sur les formations qu'on doit donner, l'évolution des formations. Mais par contre, si on regarde, si vous voyez les petits traits qui arrivent en rouge, il y a un métier qui ne va pas beaucoup évoluer, pas dans l'avenir, c'est le métier de formateur. On aura toujours besoin de formateurs. Le métier de formateur, lui, il va évoluer, mais on aura toujours, voire même besoin de plus en plus de formateurs parce qu'on va dans un monde qui s'accélère, on va dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe. Donc, la nécessité de se former tout au long de la vie et devient aussi quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Pourquoi on innove aussi? C'est parce que ça permet de sortir de sa zone de confort, hein, d'acquérir de nouvelles compétences en tant que formateur, d'aller chercher de nouvelles façons de faire. Donc, c'est toujours plus ou moins rapide en fonction de son appétence, en fonction de sa personnalité et des maîtrises des technologies ou des environnements qu'on a. On passe toujours par une zone un peu de peur, hein, qui ressemble un peu au pic d'appréhension, la zone d'apprentissage, voilà, et après on a une zone de croissance de développement personnel qui permet d'avancer vers un développement personnel. Et pourquoi on innove aussi, c'est parce que dans l'enseignement, on a toujours le bonheur d'apprendre et d'enseigner, d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses. Donc ça, c'est des moteurs forts dans le domaine de la formation. Voilà. Alors, je vois un message de Géraldine. Est-ce qu'on est obligé d'avoir Twitter? Non, mais c'est quand même plus sympa. J'expliquerai tout à l'heure un peu pourquoi. Et pareil, c'est Twitter, pour répondre à Géraldine, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se maîtrise, parce que sinon on peut avoir des travers assez considérables. L'innovation doit se faire aussi pas toute seule. Les enseignants ne doivent pas innover seuls de leur côté. Alors là, je vous ai mis un exemple, c'est Roberto Gauvin. Je vous mettrai le lien aussi tout à l'heure si j'arrive à récupérer ça, qui était directeur dans une école au New Brunswick, une école francophone.
et qui a mis en place une vraie politique, une vraie stratégie, une vraie gouvernance autour d'un projet du numérique dans une école. Donc, ce n'est pas si fréquent que ça dans le monde francophone. Donc, je vous mettrai des liens où il explique comment il a mis en place ça, comment il a impliqué ses acteurs, comment il a impliqué le monde économique autour de lui, hein, parce que le formateur n'est pas seul, il est dans une institution. L'institution, elle n'est pas seule, elle est dans un monde économique, dans une institution qui est plus grande qu'elle. Hein. Les crêpes, vous avez un monde économique, c'est le monde sportif. Le monde économique, c'est la fonction publique, c'est un monde économique comme un autre. Hein. On a des contraintes budgétaires, on a des contraintes assez fortes. Donc, on nous demande des choses. Et dans nos institutions, on a souvent un décalage entre la demande de la hiérarchie, de l'autorité et la base. Ce n'est pas facile, surtout au niveau du numérique, que ça se parle, que ça se coordonne, que ça avance ensemble et qu'il y ait une vision globale. J'entends des bip bips, je ne sais pas si ça vient de moi. Donc ça, c'est aussi un travail à faire. Ce n'est pas évident sur les gouvernances autour du numérique pour avoir une vision, alors que ce soit éducation nationale, enseignement supérieur ou dans différents domaines, en France ou ailleurs. Hein, il n'y a pas toujours de cette cohérence nécessaire. Pour qu'un projet marche, il faut que celui qui pilote le projet, celui qui est à la tête, celui qui le finance, et ceux qui vont être acteurs et ceux qui vont subir ou être bénéficier de ce projet, il faut qu'il y ait une cohérence des objectifs au niveau de la formation, et ce n'est pas toujours évident. Sur les évaluations aussi, ce n'est pas toujours simple à mettre en place. Là, je vais vous mettre un document intéressant aussi. On en avait parlé au dernier séminaire, mais je ne sais pas si les gens qui étaient au dernier séminaire en ligne… Non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Mais je leur mets le lien, ça, on a tout référencé sur le blog du RNSPF. Donc, ouais, ça pour moi, c'est… quand on parle d'évolution, de réflexion, de formation, souvent, les enseignants, maintenant, après le Covid, on voit comment mettre un cours en ligne. Ouais, donc je mets des petites vidéos, je mets des activités, je peux faire un peu de tutorat, je peux mettre des quiz. Bon, ok. Maintenant, je pense que à rares exceptions, on n'a plus que nos fameux effaceurs qui sont au bout du stylo. 90% des gens voient comment mettre un cours en ligne, ont mis un cours en ligne, ont vu leurs élèves, leurs étudiants, leurs apprenants utiliser un cours en ligne. Ça, c'est la grosse évolution par rapport au monde d'avant, puisque c'est une expression qui se dit, il y a un an en arrière, on était à 20-30% des enseignants, des formateurs qui avaient vécu, j'ai fait une formation en ligne, je l'ai mis en ligne, et je vois comment mes élèves, mes apprenants travaillent avec ça. Donc, je vois ça. Maintenant, l'évolution, on est obligé de faire l'évaluation en ligne. Ah mince! Là, gros problème. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait un papier-crayon en amphi. Je surveille mes étudiants. Comment je vais surveiller mes étudiants? La majorité des formateurs étaient sur ce type d'évaluation, sur le contenu, sur le savoir, des choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, c'est le moment de se poser, enfin, c'est peut-être des fois un peu tard, mais cette évolution-là, ces contraintes du Covid, nous amènent à nous poser ces questions-là. Mais comment je peux évaluer en ligne? Qu'est-ce que je vais évaluer en ligne? Comment je vais le faire? Comment je peux… Donc, en se posant ces questions-là, on trouve de nouvelles réponses, on trouve de nouvelles façons de faire, on trouve de nouvelles modalités, on trouve de nouveaux objectifs à sa formation et on sort un peu… ça permet, c'était déjà un mouvement engagé, de sortir du savoir, des savoirs, du par cœur, vers des choses un peu plus de compétences, de représentation, d'évaluation, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. La deuxième chose forte qui a un peu bouleversé sur les contraintes fortes, c'est les TP. Alors vous, dans le monde du sport, c'est comment mettre en pratique à distance. Alors les travaux pratiques en université, c'est en labo, en atelier, on met en pratique ce qu'on apprend dans les savoirs, dans les cours. Vous, c'est sur le terrain, comment on peut évaluer ce qui se passe en terrain. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, un entraîneur, il n'a plus d'équipe à entraîner en ce moment, mais comment on peut l'évaluer, comment filmer ces TP-là, comment évaluer les TP, comment les mettre en œuvre. Ça, c'était la grosse évolution. Alors, dans ce document qui est super bien fait,
Alors, moi, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas bien familier, de commencer par une série d'une petite heure de vidéo que j'ai fait avec Emmanuel Sylvestre, qui est responsable du service TIS de l'Université de Lausanne. Il a fait ce document avec d'autres collègues de Suisse. Ce sont plusieurs de Unidistance, Université de Lausanne, qui ont fait ça pendant le confinement, le premier confinement. C'est un super document. Donc, il y a une petite vidéo qui vous explique ce qu'on peut mettre en place, les différents types d'évaluations qu'on peut mettre en place, les différents types de savoirs qu'on peut mettre en place. Et ensuite, il y a un PDF super bien fait, super visible, avec des fiches pratiques, des fiches d'application, des exemples, différents types d'évaluations. Je ne ferai pas mieux. Donc, moi, je donne, quand je ne peux pas faire mieux, je donne la référence de ce qui a été fait de mieux, je pense, dans ce domaine-là. Autre chose, on en avait d'ailleurs reparlé, on avait fait un séminaire ensemble dans le monde du sport. Donc, des choses peut-être un peu plus appliquées au monde du sport dans ce document-là que Olive va vous mettre à télécharger aussi en quelque part. Je t'ai mis le lien, Olivier, du SlideShare, donc tu vas peut-être récupérer les... C'est fait, bon, d'accord. Plus rapide que moi. Et maintenant, on voit aussi des réflexions, vous voyez, les gens, ceux qui étaient les effaceurs, les grognons, mais pas seulement des réflexions, c'est des gens qui se disent, mais attends, tout ce progrès, toutes ces innovations, est-ce que c'est une source de progrès? Alors, la différence entre innovation et progrès, c'est l'innovation, c'est des choses ponctuelles, c'est d'usage, c'est l'innovation sur un nouveau téléphone, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'utiliser une nouvelle voiture, enfin, voilà, ça, c'est des innovations. Le progrès, c'est l'ensemble des innovations, fait qu'on vit plus longtemps, on vit plus riche, on vit mieux, on vit sans douleur, on vit dans le bonheur, etc. etc. Aujourd'hui, toutes ces innovations sont-elles source de progrès? Pendant longtemps, l'innovation, les scientifiques, c'était des gens qui amenaient le progrès. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. On se rend compte que l'innovation, ça coûte cher, l'innovation, ça pollue, l'innovation, ça augmente la distance, les riches et les pauvres, la distance entre les riches et les pauvres, les riches étant de plus en plus riches et les pauvres étant de plus en plus pauvres. On se dit l'innovation n'est pas que source de progrès, et ça, c'est une grande rupture. Alors, Michel Serres, lui, il la situe au moment de la bombe atomique. Le péché originel des scientifiques ont fait quelque chose qui pouvait détruire la nature, qui pouvait détruire l'homme. Donc là, dans l'imaginaire, les scientifiques n'étaient pas forcément que des bienfaiteurs. Pareil pour les innovants, on innove des choses. Il y a des polluants dans les smartphones, il y a des terres rares qui coûtent cher, qui sont difficiles à extraire, on épuise des ressources de la nature. Donc, dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose. On peut se poser des questions, on innove, on fait plein de choses, mais est-ce qu'on garde le lien avec l'apprenant? Est-ce qu'on met en chose plein de nouveautés, de réformes, des choses comme ça? Puis récemment, on a vu que le niveau des petits écoliers ou élèves ou collégiens français en maths, c'était pas terrible. Donc, voilà. Donc, c'est une innovation et il y a quand même des réflexions à se faire. Cette innovation frénétique, à terme, est-ce qu'elle est bonne, systématiquement bonne? Ça, c'est pas toujours évident. Donc là, on va revenir sur la partie WooClap. Il faut que je la retrouve. J'ai une autre question à vous poser. Si j'ai mis mon WooClap, moi. Hop. On va se reconnecter donc à l'adresse que vous avez. Hop, hop, hop. Je vais vous poser une question. La vidéologiste du séminaire. D'accord. Hop, hop, hop. Comment ça se fait que je l'ai perdu tout à l'heure, mon truc, moi? Hop, login. Hop, bougez pas, j'arrive. Je vais vous donner une autre question. Display. Voilà, voilà. On en était là. On va passer à la question suivante. Alors, pour vous, avec déjà cette petite introduction, c'est un peu plus qu'une introduction, est-ce qu'on va faire un nuage de mots ensemble? On va construire un nuage de mots ensemble. Donc, je vous demande de vous reconnecter à wooclap.com/creps et puis de donner un mot pour décrire votre vision de l'évolution de votre métier. S'il y avait un mot pour décrire ça, l'idée, c'est qu'on va construire ensemble un nuage de mots. Alors, votre métier est danse, d'accord? Le premier danse, il est varié.
entreprendre. Ah, c'est pas mal comme mot. Voilà. Proximité, incertitude, ouais, c'est sûr, on est dans un monde d'incertitude, dans un monde qui bouge, quelque chose d'évolutif. C'est un peu comme vous voyez, le nuage qui est en train de se créer. 13 personnes ont répondu. Entreprendre, administratif. Ah, parce que là, vous êtes dans un carcan, dans une contrainte, peut-être. Flou, pas tant que ça, à mon avis. Après, sur le terrain, voilà. L'air du temps, donc je me suis mal fait comprendre. Oui, c'est l'air du temps, je pense que c'est dans le sens obligation de tous changer, hein, un petit peu. Ouais, c'est dans ce sens-là, si c'est bien, j'ai bien compris. Est-ce que vous interagissez dans la tag 26? Je te laisse faire la capture d'écran. Ben non, c'est enregistré, là, ça passe sur l'écran, Olive. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a tout. 29, 30, il y en a combien de connectés? 31, 32. Alors, normalement, si adaptation et ça, en gros, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont tapé ça, peut-être. Ah, ben, je peux le faire apparaître comme ça aussi, tiens. Voilà, ah non, adaptation, il y a un, tac, incompris. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, attends, je suis allé trop loin. Voilà. Je ne peux pas avoir tout. Ah. Hop. Ah ouais, d'accord. Évolutif, proximité. Ah, c'est hop, je reviens là. Bon, bah, je le mets comme ça. Je te laisse faire la capture d'écran. Divers, administratif, flou, se réinventer pédagogiquement. Se réinventer pédagogiquement. Ouais, passionnant, résilient, découverte, incompris. Voilà, j'ai pas compris le incompris. Donc ça, c'est le mot, votre vision d'évolution. D'accord. Si la personne qui a mis incompris, c'est vous qui êtes incompris, c'est les processus qui sont incompris, c'est quoi? Dans la discussion 39 mots. 39. Ah, c'est bien là, 40 mots. Tac. Alors, attends, bouge pas, je vais refaire la capture d'écran pour avoir la dernière version. 41. Attention, on clôture. 42. Tac. Attention, j'y vais. Tac. Ouais. Normalement, je dois pouvoir sortir après les... Non, t'emmerdes pas, c'est bon. Les titres. Non, mais c'est intéressant parce que on est un peu dans tous les mots qui sont là-dedans. On peut les retrouver à nouvelle ère, dématérialisé, donc numérique, génial. Donc, on a les optimistes et les stressants, contraignants, les gens un peu plus pessimistes. Donc, vous avez la bonne répartition dans les gens de séminaire, un peu par rapport aux nouveautés, par rapport aux évolutions. On est sur des choses homogènes. Alors, attends, il faut que je retrouve la bonne fenêtre pour avancer mon diaporama. Allez, voilà, je vais continuer. Et par rapport à ça, ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait 1h15, il faut que je me dépêche. Par rapport à ça, il y a une chose qui est, moi je trouve un peu dommage. Souvent, les enseignants travaillent tout seuls dans leur coin. Souvent, les enseignants ont pris l'habitude, alors que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, c'est un peu un invariant, que ce soit de la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, en formation continue. Les gens travaillent un peu seuls dans leur coin. Et c'est un peu dommage parce que le numérique permet de travailler en collectif, le numérique permet de travailler à distance, le numérique permet de travailler ensemble. Donc là, c'est pareil. Avant le Covid, ça existait. Hein, il y avait j'ai mis une série de collectifs enseignants qui existaient, des TweetMOOC, des Tweetés autour de la classe inversée, des choses comme ça. Les EdMuse, pour ceux qui sont intéressés par l'éducation musicale. Vous avez un super hashtag sur Twitter, un groupe d'enseignants d'éducation musicale. Ils sont plusieurs centaines à se retrouver autour de ce hashtag-là. Ils font des choses assez géniales. Et donc, ce que fait Olivier dans la communauté, alors dans différentes communautés de sport, c'est d'ailleurs, j'ai essayé de l'aider, on a essayé de travailler autour de ça.
au niveau soit d'un outil qui était la plateforme, soit au niveau des réseaux sociaux, soit autour du numérique. On trouvait de vous faire travailler en communauté. Et la petite dame ou la personne qui me posait tout à l'heure question, est-ce que avec Twitter, je suis obligé d'aller sur Twitter? Non, tu n'es pas obligé d'aller sur Twitter, mais si tu travailles toute seule, tu n'as pas besoin de Twitter. Mais si tu travaillais en groupe, en communauté, trouver des gens qui ont la même appétence que toi, qui ont les mêmes problèmes, qui peuvent te faire de la veille pour toi, qui peuvent te donner des informations, donc ne plus travailler toute seule, parce que c'est trop compliqué aujourd'hui dans notre monde de travailler seul, de monter des formations seul, de faire des cours seul, parce que il faut connaître la technologie, il faut connaître la vidéo, il faut connaître les plateformes, il faut connaître la pédagogie, il faut connaître les apprenants, il faut faire du tutorat, il faut faire du suivi, etc., etc., etc. C'est compliqué d'être expert en tout. Moi, tout à l'heure, votre directeur m'a présenté comme un expert. Moi, je n'y connais pas grand-chose par rapport à tout le bazar qui existe en numérique dans le monde de l'information. Moi, je maîtrise super bien 2-3 plateformes, mais il y en a 300. Donc, voilà. Je vois à peu près, j'ai fait quelques cours en ligne, mais pas tant que ça. Donc, c'est difficile d'être un expert dans son domaine, tellement aujourd'hui, les champs sont vastes, etc. Et même dans vos domaines à vous, ça évolue énormément, rapidement. Même dans tous les domaines, c'est comme ça. On est sur cette accélération-là. Et c'est de plus en plus difficile de... alors, est-ce que WhatsApp est suffisant et pas plus performant que Twitter? Ah, là, on va venir. Non, WhatsApp, c'est... Alors, on va rentrer dans le détail. WhatsApp, c'est plus un outil personnel de communautaire. Twitter, c'est vraiment ouvert, hein. C'est un outil de réseau. Il y a différentes dimensions dans la communication. Là, on est 40, c'est dans une dimension de groupe. Olive, il connaît tout le monde, vous connaissez les uns les autres, qui fait quoi, les mots qu'on utilise, normalement, ils sont à peu près compris par toute la communauté, etc. etc. Donc, l'outil utilisé, aujourd'hui, c'est Zoom. On peut faire les choses comme ça. Twitter, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, et avec des hashtags, avec des choses comme ça. On peut toucher des gens qui sont dans votre communauté, mais aussi en dehors de votre communauté. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Plus votre réseau sera diversifié, varié, plus il sera riche. C'est un peu compliqué à comprendre au démarrage tant qu'on n'est pas dedans, mais c'est un peu ça. Pourquoi avec Olivier, moi j'aime bien travailler? Parce qu'il n'est pas du tout dans le monde universitaire, parce qu'il n'est pas du tout dans le monde académique. Et donc, il voit des trucs dans son réseau qu'on échange. Et donc, si je discute avec quelqu'un qui fait la même chose que moi, qui a la même opinion, on ne va pas beaucoup s'enrichir. Avec Olive, moi j'aime bien discuter avec lui, voir ce qu'il fait, le suivre sur Twitter, parce qu'il voit des choses que moi je ne vois pas dans mon réseau, il fait des choses que les gens ne font pas dans mon réseau, et ça enrichit mon réseau. Moi je fais des choses dans mon réseau, il les voit, il vous les transmet, et on est sur cet enrichissement mutuel. Ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, rapidement, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est un peu long à mettre en place. Et puis, il ne faut pas rentrer dans les travers des réseaux sociaux, toutes les conneries, fake news, Trump, les polémiques, les trolls et tout ça, où c'est une perte de temps énorme. Hop, tout ce qui vous fait perdre du temps, tous les gens qui ne sont pas intéressants, il faut filtrer. Ça s'apprend un petit peu. Et pareil, de trouver des gens intéressants qui peuvent vous apporter. Il y en a quelques-uns, il y en a pas mal sur Twitter. Et c'est pour moi, tous les matins, tous les jours, j'apprends énormément de choses sur ces outils-là. Et donc, j'en reviens à mes slides parce que le temps passe. Travailler en réseau, et ce que fait Olivier dans votre communauté du sport, ça peut être quelqu'un qui est un précurseur, un gatekeeper, ça s'appelle en anglais, quelqu'un qui fait le passage entre plusieurs réseaux. Et vous-même, vous pouvez être cette personne-là parce que vous avez votre réseau de connaissances, de compétences, etc., etc. Donc, c'est quelque chose aussi, il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si ce n'est pas facile, même si au départ, ça prend un peu de temps. À la fin, c'est un investissement qui peut être super intéressant quand on est enseignant. Je ne vais pas vous reposer une question, si on n'en a pas le temps. C'était, est-ce que vous connaissez un réseau un collectif d'enseignants? Et là, vous allez tous me dire, oui, je connais les collectifs que Olivier il a ouverts.
hop, je remets les questions. Si vous pouvez me citer un collectif d'enseignants sur le WooClap. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, je passe à autre chose. Je n'ai pas l'impression que ça vous parle beaucoup. Personne ne se connecte. Pas du tout. Pas du tout. Ben voilà, je ne sais plus ce que ça veut dire, ce réseau-là, mais c'est Réseau national des sports. C'est Réseau numérique du service public de formation. Voilà. Ouais, il y en a qui ne savaient pas quoi dire, ils ont recopié, c'est dégueulasse. Oui, donc ça, oui, ça me parle. Voilà, ouais. Mais c'est typiquement ce que fait Olivier là, moi j'admire, parce que c'est un truc qu'on a, on a titillé, tout ce qu'on a fait, c'était dans ce sens-là, et lui, il a mis en place. Hein, moi, j'ai servi de catalyseur dans ce bazar. Oui, c'est-à-dire, un catalyseur, c'est quelque chose. Moi, j'ai rien fait, mais si j'étais pas là, ça serait pas fait. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, typiquement, cette démarche-là, en plus, elle est bien parce qu'elle est institutionnelle. Non, le réseau Jacques Michel, c'est pas trop ça. Mais, hop, peut-être je peux l'enlever, ça. Ouais, génial. Krebs. Les Krebs, je ne connais pas. Mais c'est typiquement l'idée du réseau de comment on peut faire. Alors, je continue sur mes slides. Hop, hop, hop. Mais ça, Olivier, il peut vous aider à mettre ça en place. Alors, j'en reviens aux technologies. Et la question d'Étienne Klein sur est-ce que l'innovation est toujours source de progrès? Eh ben, dans le monde pédagogique, ça se traduit comment? On adopte le numérique. C'est Thierry Carsanti qui a parlé de ça en 2014. Alors, Thierry, il est prof sciences. Les responsables du pédagogique numérique ou du numérique éducatif à l'Université de Montréal. Il fait pas mal de recherches là-dessus. Il était à Tahiti il n'y a pas très longtemps. On a fait un séminaire ici ensemble. Bref. Et donc Thierry, lui, il s'est posé la même question sur l'application des technologies dans le monde de l'enseignement. Dans certains cas, on voit que les technologies n'améliorent pas l'enseignement, mais au contraire, baissent la qualité de l'enseignement. Un exemple, au Canada, il avait fait ça surtout une étude, l'utilisation des TBI. Ils avaient mis ça dans les, je crois, c'est le niveau, l'équivalent d'école primaire. Ouais, c'est ça. En France, en disant, ben voilà, si on met des TBI dans les écoles, ils ont fait ces appels d'offres, ils ont mis des milliers de TBI, tableau blanc interactif, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Donc, c'est un tableau où il y a le PowerPoint, vous pouvez interagir avec votre PowerPoint sur le tableau. Et donc, on s'était dit, les élèves pourront passer au tableau, construire des choses, bouger les objets, etc., etc. Et ils se sont rendus compte, ce n'était pas du tout ça qui s'est passé. C'est que ça renforçait le présentiel transmissif en sachant que le prof utilisait le support TBI en support encore plus rapide que quand il écrivait à la main, il dessinait à la main, il mettait des PowerPoints, ça allait beaucoup plus vite et les gamins qui comprenaient moins bien. Donc, je caricature un peu, mais c'était un peu ça. Et donc là, le déploiement de technologies n'a pas amélioré l'enseignement, mais au contraire a baissé la qualité de l'enseignement, voilà, parce que c'était mal utilisé, etc., etc. Donc, il faut faire attention dans ces technologies-là. Donc, il y a un modèle qui existe avec des exemples, hein, on mettra la référence. Et là, aujourd'hui, avec cette violence qu'il y a eu du Covid, où les gens se sont retrouvés éloignés, les gens se sont retrouvés non préparés, les gens n'avaient pas les outils adéquats pour travailler, hein, faut le dire aussi, hein. Même s'il y en a un qui dit on est prêt ou on était prêt, je sais pas, le grand, voilà. En France, c'était pas du tout le cas. Dans votre domaine à vous, j'ai l'impression que ça s'est un peu mieux passé parce qu'Olive avait bien bossé, la plateforme était prête, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient dessus, etc., etc. Mais quand on utilise mal un outil, les acteurs ne sont pas contents. Les élèves ne sont pas contents, les apprenants ne sont pas contents, les profs ne sont pas contents, et au final, les institutions ne sont pas contents. Donc, il y a eu un gros malaise. Alors, d'où vient ce malaise? Je reprends souvent, alors Marcel Lebrun, il parle de fossilisation des pratiques, moi j'appelle ça l'effet carrosse. C'est que, c'est un peu l'image du tapis, les dames qui tapaient leur tapis, on fait la même chose avec des outils, où on adapte, on bricole les outils pour faire la même chose. C'est quoi l'effet carrosse? C'est qu'on enlevait les chevaux, on a mis un moteur et on avait une voiture. Voilà, donc on continue à faire la même chose, mais avec des outils un peu différents, des technologies un peu différentes. Donc ça, c'est l'effet carrosse. Et donc, ce qu'on a vécu
au confinement, la grande claque du confinement, c'est 80% des gens ont essayé de faire la même chose que ce qu'ils faisaient en classe, mais de chez eux. Donc là, évidemment, c'est un peu la cata, ça ne peut pas marcher pour plein de raisons, que vous avez vécu, que vous avez essayé, que vous avez entendu. Donc, ça met du temps pour ces évolutions-là. L'effet carrosse, si on prend un élément du carrosse, par exemple la roue, pour passer d'une roue de carrosse au pneumatique Michelin ultra performant avec des petites lamelles qui agrippent dans la neige, il s'est passé du temps, il s'est eu des évolutions, des essais, des erreurs, etc. etc. Si je prends l'analogie avec vous, enseignants ou formateurs, rappelez-vous de votre premier cours, comme vous l'avez foiré, comme c'était nul, que vous avez peur des étudiants, etc. etc. Il a fallu du temps pour apprendre à maîtriser votre contenu, apprendre à maîtriser un peu la pédagogie, apprendre à comprendre les apprenants. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, un peu comme ces différentes évolutions avec ces outils. Il faut un peu de temps. Alors, des fois, il y a des disruptions. Pouf, on passe d'un état à un autre, mais c'est rare, ce n'est pas toujours évident, cette disruption-là. On parle souvent, par exemple, d'ubérisation. OK, il y a l'ubérisation, mais on voit aujourd'hui aussi un retour en arrière. Et ben, dans le monde de l'information, il y a des choses que le numérique apporte qui est intéressantes, mais il y a des excès aussi qui sont contraignants. Alors, pour aller sur cette évolution dans le monde de l'éducatif, je renverrai aussi pour un peu prospectif. On est souvent dans le premier niveau d'appropriation des technologies. On a un peu subi ça dans le SAMR. C'est une évolution, un peu une perspective d'évolution de la formation avec où le numérique permet une substitution sans changement fonctionnel dans l'enseignement. Ensuite, une augmentation dans le modèle permet des changements fonctionnels. La modification, c'est quand on a une modification des tâches, modification des évaluations, modification vraiment en fond de l'information. Et la vraie transformation, c'est la redéfinition. Et le numérique permet dans la redéfinition de faire des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Donc, j'ai mis quelques petites vidéos à suivre. Et enfin, en guise de presque de conclusion, qu'est-ce qu'une bonne technologie éducative? Je renverrai sur quelqu'un qui est super intéressant à suivre sur Twitter. Oui, il y a plein de gens intéressants, qui est François Jourde, qui était un prof de philosophie à Bruxelles. Pas du tout dans votre monde, pas du tout, mais qui est super intéressant, qui vous apprend plein de choses, et qui suit une autre personne super intéressante qui est Stephen Downes, c'est un des créateurs, inventeurs des MOOC, qui est un Canadien. Et qu'est-ce qu'une bonne technologie éducative? Elle doit répondre à 9 critères, c'est qu'elle est toujours disponible, en ligne, accessible facilement, elle est toujours activée, toujours connectée. Elle est standardisée, c'est-à-dire qu'elle marche sur tablette, smartphone, ordinateur, voire même téléconnectée. Elle est simple, un bouton, un clic et ça doit marcher. Elle répond à vos besoins, elle est personnalisée, elle est modulaire. Une technologie modulaire, c'est quoi? Par exemple, l'USB, c'est modulaire. Vous branchez un truc en USB, ça marche tout seul. Voilà. Elle ne nécessite pas de composants, il ne faut pas rajouter des briques, des brocs pour que ce soit une bonne technologie éducative. Et enfin, le critère principal, elle fait ce que vous voulez qu'elle fasse et pas autre chose. Mais tout ça, c'est décrit dans ces blogs, dans ces tweets, donc c'est des choses intéressantes à suivre. Ça a été publié, cette fiche aussi, par le Cadre 21, c'est des collègues francophones de Montréal, qui est un réseau de formateurs pour les lycées privés au Québec. Cadre 21, là aussi, une super référence à suivre, si vous voulez suivre des formations avec des petits modules de formation certifiants. Vous pouvez obtenir des badges en ligne, enfin, Cadre 21, je fais un peu de pub au passage, ça vous donne... Allez voir un peu tout ce qu'il y a dedans, c'est super riche. Alors, j'avais une question à vous poser. Allez, voilà. Une dernière question là-dedans. Le réseau. Voilà, une dernière question. Voilà. Qu'est-ce que vous a inspiré cette dernière heure? Non, ce n'est pas la dernière question qu'on a passé ensemble. Est-ce que ça vous a donné des idées, des perspectives, une vision avant d'entamer le débat? Ça va nous permettre de discuter par rapport à ça. Une réponse reçue. Là, je vais la mettre comme ça. Il y a du boulot. Ouais. Ben oui, hein, j'ai mis la stat
des métiers qui allaient évoluer, ceux qui allaient disparaître, c'est ceux qui n'avaient pas trop bougé. Le métier de formateur est un métier qui va rester. Voilà. Oula, il ne faut peut-être pas que je mette... voilà. Et accepté par la roue en bois. Voilà. L'utilisation de nouveaux outils. Tac, tac. Non, il ne faut pas être formé à de nouveaux outils, il faut être formé à de nouveaux usages. C'est pas pareil. Là, je vais lancer la polémique. Les outils, on s'en fout. Ça devient hyper simple pour mettre quelque chose sur une plateforme, ça devient hyper simple pour faire une visio, ça devient hyper simple pour répondre à des questions, même si vous avez peu galéré pour taper l'URL, pour connaître ce qu'est une URL. Maintenant, tout le monde y arrive, mais l'usage, pourquoi j'ai fait ça, quelle est la pertinence de ça, quel objectif je suis, pourquoi je l'ai mis en place à ce moment-là, c'est ça qu'il faut répondre. Donc ça, ce n'est pas l'outil qui va vous l'apporter, il donne la façon d'aller à ça, mais c'est vous qui devez décider et le mettre en place. Plus de clarté. Ça, je vous ai éclairé ou vous voudrez que j'ai moi plus de clarté? Et l'humain dans tout ça n'est qu'humain. Hein, Olive? Ouais. Plus de clarté, se remettre en question. Ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. Ah, mais tiens, ça va renforcer mes connaissances. Quel ressenti des apprenants à distance? Ah, ça, c'est. On a fait un super exercice il y a 15 jours avec des Belges de 3 x 3 x 33. C'est 3 conférences, 3 experts pendant 33 minutes chacun. Et c'est comment gérer, comment avoir une idée de son climat de classe à distance. Quand vous rentrez dans une salle, là je parle du ressenti des apprenants à distance. Quand vous rentrez dans une classe en présentiel, vous voyez tout de suite s'il y a des gens qui comprennent pas. Vous voyez tout de suite s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas intéressés par leur posture, par rapport s'ils sont à côté du radiateur, s'ils regardent dans l'air quand vous parlez, s'ils ont la tête plongée dans votre smartphone. Ben là, mine de rien, on est 40, je crois, on était 40 à un moment, je ne sais plus combien on est maintenant. On est 43 là. Voilà, on est 40. Vous voyez, sur les 40, ben, il n'y a pas 40 qui ont répondu, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont répondu. Donc, et encore là, je suis sur des indicateurs légers. J'ai entendu des petites réflexions dans mes oreilles pendant que, même si c'est un peu coupé, je vois un peu des attitudes sur la vidéo, etc., etc. Donc, tous ces indicateurs qu'on a appris à capter en présentiel en classe, la place de l'apprenant, on voit ce retour-là, on apprend avec le numérique à avoir ce retour-là, à avoir une idée de la classe. Je vous ai posé des questions, si vous avez suivi des cours en ligne, etc., pour apprendre à vous connaître, des choses comme ça, on peut avoir des idées. Puis au fur et à mesure, on peut affiner. Là, on n'a qu'une heure ensemble, mais comment vous apprenez à maîtriser votre classe en présentiel, avec le numérique, on a des outils, mais il faut apprendre à connaître ces outils-là, il faut apprendre à les maîtriser, qui permettent de faire ça. Ce n'est pas en donnant un PDF une fois par mois que vous allez apprendre à faire ça. Je caricature, hein, mais j'ai vu des cas comme ça. Et donc, les apprenants par rapport à ça, ça dépend des contraintes qu'ils ont. Pour faire simple, les gens qui bossent, qui ont accès au numérique, ils bosseront encore plus, ils auront encore plus accès au numérique. Les gens qui n'ont pas trop accès au numérique, qui ne sont pas trop motivés, avec cette distance-là, c'est vrai que ça met plus de distance. Ils seront encore moins motivés et ils seront encore moins connectés. Donc, c'est à nous de trouver des solutions et c'est à nous d'aller les chercher un peu plus. Je n'ai plus de flashcode. Il y a Marie-Claire Durand qui n'a plus de flashcode. Mais tu n'as pas besoin du flashcode, Marie-Claire. Normalement, c'est dans les favoris, dans l'historique, etc., etc. Voilà. Et moi, du coup, j'ai une question. Je suis en déposé. Attends, vas-y. Non, mais du coup, justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des MOOC avec la passion des MOOC, puis le dégoût des MOOC, et puis voilà. Mais du coup, sur les formations de demain, en matière d'hybridation, toi, tu penses quoi? Tu penses qu'on est sur quel type de format? Quels sont des formats équilibrés? Est-ce que tout est possible? Est-ce qu'on peut tout faire en ligne? Oui, on peut tout faire en ligne, comme on peut faire tout en présentiel. Après,
ça dépend du temps que tu vas y passer, de la réflexion que tu vas y mettre, de la maîtrise des outils que tu vas avoir. Si tu ne maîtrises pas tes outils, si tu ne connais pas et tu fais ça à l'arrache, ton cours il sera mauvais, ton dispositif il ne sera pas bon. Voilà, ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de temps, de maîtrise, de culture autour de tout ça. Et c'est pour ça que c'est difficile à faire ça tout seul. C'est un message encore. Mais c'est pour ça que j'ai adoré tes messages que j'ai vu passer. L'autre fois, tu as lancé des appels à la communauté, que travaillons ensemble, tu as un peu structuré le truc. C'est exactement cette démarche qu'il faut avoir. Après, j'espère que ça va marcher, hein, parce que plutôt qu'on fraîche, ça donnera des résultats. Pour le coup, ça a été un moment magique, ça. C'est-à-dire que les gens, à l'issue du séminaire, continuent à bosser en équipe et continuent à produire. Ouais. Mais il faut faire la même chose avec les élèves, avec vos apprenants. Il faut être dans cette démarche de co-construction. Ça, c'est des choses qui marchent super bien. Et c'était quoi ta question? Parce que j'avais un autre niveau de réponse aussi. La question était sur le rapport entre présentiel et à distance. D'accord. Là aussi, ça dépend des contraintes. Là, en ce moment, par exemple, moi, je bosse sur des mises en place des campus connectés. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si vous connaissez la Polynésie, c'est grand comme l'Europe, mais c'est des confettis qui sont répartis dans un espace grand comme l'Europe. Et ces confettis, on n'est que 300 000 habitants là, même pas 280 000. Donc, c'est même pas Villeurbanne, sur un territoire grand comme l'Europe. Donc, c'est des défis logistiques. Bon, bref, c'est un délire. On a des îles, on a 5 archipels, c'est des groupes d'îles. Et souvent, les jeunes, quand ils sont sur un archipel, je comprends, hein, vous êtes à Bora Bora, sortir de Bora Bora pour aller à Paris faire des études, vous réfléchissez 3-4 fois avant de bouger. Mais alors même s'ils réfléchissent, ils n'ont pas forcément l'argent, les moyens, laisser la grand-mère, etc. C'est des vrais choix de vie. Et donc, on a plus de 30% des jeunes qui restent sur leur île, même s'ils ont le bac, et qui auraient la possibilité de faire des formations supérieures. Donc, on a identifié cette population-là et on va leur proposer une solution parce que l'enseignement présentiel, ils ne peuvent pas le faire. Voilà, donc grâce au numérique, on va apporter des solutions à ce type de population. Donc, on a 3000 étudiants qui viennent sur le campus, mais tu en as 100, 200 qui ne peuvent pas venir. Donc, ce n'est pas une solution à tout, mais pour une partie de la population, cette partie-là, c'est une solution. Même les étudiants ici, quand ils veulent se déplacer sur l'île, en fait, il n'y a qu'une route qui fait le tour. C'est une galère. Quand tu habites à 30 km de là, tu as souvent des bouchons, tu mets 2 heures pour venir. 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'est une vraie galère, hein, se déplacer ici. Si tu n'habites pas sur place, tu habites un peu loin, c'est des vraies galères. Quand il pleut, l'eau passe sur les ponts. Enfin bref, ce n'est pas toujours évident d'être à 100% ici. Donc, les premières formations qu'on a ouvertes en ligne, c'est marrant parce que quand je suis arrivé ici, on disait on va mettre des formations. Mais monsieur Battier, le Polynésien a besoin de contact. Jamais il fera d'enseignement en ligne. Jamais l'enseignement en ligne, ça marchera. La première formation qu'on a mis en ligne, c'est le BIA, c'est un diplôme national, brevet d'initiation à l'aéronautique. On a eu 35 élèves qui se sont inscrits sur la formation en ligne. Taux de réussite sur cette formation en ligne, 80%. Taux de réussite sur la formation présentielle, 60%. Donc, fort de ce résultat, on a ouvert une deuxième formation entièrement en ligne, le DAU. Là, c'est sur un public un peu compliqué. C'est des gens qui sont en reprise d'études, qui veulent passer plutôt 30-40 ans, la moyenne, en reprise d'études, qui veulent passer un niveau bac, soit pour entrer dans la fonction publique, passer des examens ou des concours de la fonction publique, soit pour reprendre les études à l'université. On avait une 50aine d'inscrits sur l'ensemble de la Polynésie, donc uniquement des gens qui venaient en présentiel, donc sur l'île. On a ouvert la formation à distance, on est passé de 50 à 100. Le taux de réussite les années précédentes était à 30%. Sur la formation à distance, on est passé à 55%, quasiment doublé. Voilà. Donc, il y a des choses positives. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu du 100%, etc. Mais il y a des modalités, il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles façons de mettre en place les formations. Il faut tester. Alors, il y a des écueils, il y a des trucs qui ne marchent pas et il faut retester. Oui. Ouais, alors du coup, je ne sais pas, il y en a plein, ça commence à réagir sur le chat. Moi, je propose que vous preniez la parole. Hein. Il faut profiter de Christophe et l'interpeller. Donc, il y a